Bon, chers amis, chers camarades, nous allons commencer cette soirée d'hommage aux martyrs de Charonne, 50 ans après la répression. Donc nous sommes réunis 50 ans après le massacre pour à la fois rendre hommage aux 9 martyrs et en tirer les enseignements pour aujourd'hui et pour demain. C'est un moment fort de la lutte des peuples pour leur émancipation. C'est un moment d'histoire, de l'histoire de la colonisation et du colonialisme, de la guerre d'Algérie. C'est notre histoire. C'est toute l'histoire de cette classe de citoyens qui menèrent de rudes combats dès le début du conflit dans leurs entreprises, leurs usines, leurs administrations, leurs quartiers, et ceci sur tout le territoire, et souvent dans des conditions très difficiles. Solidarité à l'égard des populations algériennes dès le début du conflit, pétitions, signatures, développement des comités de paix dans les entreprises, dans les quartiers, organisation de comités de vigilance antifascistes qui joueront un rôle fondamental pour la protection des personnes menacées par l'OAS, protection des édifices, organismes ciblés par cette officine terroriste. Aujourd'hui, 50 ans après, alors que dans notre pays, nous assistons sur fond de crise économique à la banalisation de l'intolérance, du racisme, la stigmatisation de certaines populations, les sans-papiers, les Roms, etc., la montée de l'extrême droite dont le programme énoncé par Madame Le Pen a de curieuses résonances avec celui que nous proposait l'OAS. Maintenant, peut-être, pour avoir un éclairage sur ce qu'a été la guerre d'Algérie, peut-être on va demander à Henri Alleg de dire quelques mots. Alors Henri Alleg, inutile de le présenter, c'est l'auteur de la question, un des dirigeants d'Alger républicain, directeur d'Alger républicain, un des dirigeants du Parti communiste algérien à l'époque. Donc Henri, c'est la lutte du peuple algérien, comme le rappelait Huguette, elle n'a pas commencé non plus en 1954. Donc si tu peux nous donner un peu les prémices de cette guerre et dans quelle situation on se trouvait aussi en 1962. Comment on me demande d'être témoin? Bon, je crois que les témoins qui sont entendus, c'est ceux qui disent des choses qui n'ont pas été dites avant, qui n'ont pas été écrites. Et il me revient en mémoire, à propos de la façon dont les Algériens envisageaient ce qu'était la CGT, des choses qui ont été oubliées, mais qui doivent être rappelées pour expliquer comment la CGT est devenue cette organisation, on peut dire, unanimement aimée, respectée dans un pays comme l'Algérie. Alors, il y avait des choses, on n'avait aucune idée en France sur ce qu'était la répression dans différents villages. Des choses incroyables et qui pourtant étaient la vie quotidienne des Algériens. Un jour, l'administrateur passe dans un village, et là, il était obligatoire, c'était l'habitude, il fallait que les gens qui se trouvaient sur le passage de l'administrateur, évidemment, se lèvent et fassent un salut à l'administrateur. Parmi les ouvriers agricoles qui étaient là, il y en a 3 qui restent assis et qui ne bougent pas. Alors immédiatement, l'administrateur dit « Et alors, qu'est-ce qui se passe? On ne salue plus l'administrateur. Et vous, pourquoi est-ce que vous n'avez pas salué ?» Et alors la réponse qui me paraît historique, mais qui, peut-être que j'exagère un peu, mais me semble marquer ce qui allait se passer en Algérie. Les gens avaient besoin de dignité et du respect de leur dignité.
ils étaient des hommes qui ne voulaient pas être contraints de saluer un képi. Ils voulaient se battre pour la dignité de leur peuple et leur propre dignité. Alors, parmi les trois, il y en a un qui se lève et à nouveau, l'administrateur du coin lui dit « Mais, et alors, pourquoi toi tu ne t'es pas levé ?» Alors il dit « Mais, monsieur, c'est que nous, là, nous sommes de la CGT. Et le fait que des Algériens puissent se référer à une organisation qui les représentait et qui était là pour défendre leur idée. Nous sommes des Algériens, on n'est pas des serviteurs, et nous sommes de la CGT, ça doit suffire à expliquer pourquoi nous ne nous levons pas devant l'administrateur. Je pense que j'ai souvent pensé, après cette anecdote qui m'avait été racontée, qui a été écrite, c'est que j'y ai souvent pensé au moment où la guerre s'est installée en Algérie pour la lutte, justement, pour la dignité, pour la liberté. Alors, je pense que ce serait une chose intéressante à raconter dans des lycées, dans des écoles, pour montrer que, bien avant même que n'éclate la lutte armée, il y avait déjà toutes les indications qui montraient qu'elle se préparait dans les consciences et qu'on n'était pas très loin de la lutte pour la liberté, la dignité et l'indépendance de l'Algérie. Pour nous, évidemment, la guerre d'Algérie dans son ensemble, et Sharon en fait partie, est un moment historique, c'est évidemment d'abord et avant tout un patrimoine commun de l'ensemble du mouvement social, un patrimoine de l'ensemble du mouvement ouvrier, un patrimoine qui nous appartient donc de commémorer, de célébrer, d'expliquer, de creuser aussi, de prolonger, même si évidemment, et on le voit tous les jours, l'ordre établi, les institutions, ceux qui disent la vraie histoire et qui la votent dans les parlements, ne sont pas toujours les premiers en tout cas à être férus de cette histoire-là et férus de ce patrimoine-là. C'est donc d'autant plus important que nous puissions aussi, j'aime pas trop le mot moi, prendre le relais, mais en tout cas enrichir, faire partager, densifier cette histoire qui est le patrimoine de l'ensemble de ceux qui combattent encore aujourd'hui dans le mouvement ouvrier et dans le mouvement social. Un patrimoine commun pour l'ensemble du mouvement social, mais pour l'UNEF, évidemment, et pour un militant de l'UNEF, ça a un sens aussi particulier. Pour un militant de l'UNEF, la guerre d'Algérie, c'est plus qu'un moment historique, c'est un acte fondateur. C'est la guerre d'Algérie pour un militant de l'UNEF, telle qu'on nous la raconte, telle qu'on l'apprend, telle qu'on se construit aussi au travers de l'histoire. C'est un peu ça l'avantage d'appartenir aussi à une organisation centenaire, c'est qu'elle a traversé l'histoire, elle a évolué avec l'histoire, elle a pu se construire, elle a pu s'enrichir, elle a pu apprendre aussi de ses erreurs. C'est un petit peu comme si on avait un fil sur lequel se relier tout le temps pour comparer les situations, pour essayer d'en apprendre et pour essayer de faire les meilleurs choix au meilleur moment. Eh bien, ce qu'on apprend, nous, militants de l'UNEF, dans notre organisation en tout cas, c'est que la guerre d'Algérie, la lutte contre évidemment l'extrême droite à cette époque-là, c'est un acte fondateur pour l'UNEF, c'est le patrimoine génétique de l'UNEF qui existe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une UNEF revendicative, une UNEF insoumise, une UNEF qui prend des positions, qui prend des risques, qui s'élève lorsqu'elle pense qu'il faut le faire, qui participe aux luttes sociales et qui ne se contente pas seulement de gérer avec les moyens du bord la situation telle qu'elle existe des étudiants. C'est donc l'acte de naissance de cette UNEF-là, pour moi en tout cas, Sharon, la guerre et les événements évidemment qui ont lieu avant, et la guerre d'Algérie. L'extrême droite qui faisait la terreur à l'époque, l'OAS notamment, l'extrême droite qu'on connaît, nous étudiants aussi, qui n'a pas exactement le visage de Marine Le Pen sur les campus, parce que le GUD, ils ne font pas attention à la façon dont ils apparaissent, ils ne font pas attention à la façon dont ils pourraient séduire les foules pour faire croire qu'ils sont du côté des opprimés. On les voit, ceux-là, on lutte toujours contre eux, c'est toujours évidemment une exigence syndicale, une exigence pour l'ensemble des étudiants, et
évidemment, ma génération, qui est une génération qui regarde pas forcément avec facilité le passé, pas forcément de façon évidente. On attribue aussi beaucoup aux personnes et à la génération d'avant nous, aux années d'avant nous, beaucoup de responsabilités aussi dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. C'est une réalité, mais ces éléments-là, ces éléments de lecture du passé, c'est des éléments qui, au contraire, doivent pouvoir nous faire avancer et qui doivent pouvoir faire entendre aujourd'hui par ma génération une voix originale, subversive, qui tient compte de tout ce qui a pu se passer avant, mais surtout pour construire la société qui s'ouvre aujourd'hui devant nous. Les jeunes, justement, nous l'avons rappelé dans les interventions et aussi dans le film, avaient une place de premier plan dans cette lutte. Parmi les 9 victimes, il faut compter Fanny Deverpe, 31 ans, secrétaire, Jean-Pierre Bernard, 30 ans, dessinateur, Anne-Claude Godot, 24 ans, employé des PTT, et Daniel Ferry, 16 ans, apprenti. Cette jeunesse que stigmatisaient les forces de droite dans toutes les périodes de notre histoire, cette jeunesse présumée délinquante en blouson noir dans les années 60, cette jeunesse délinquante à capuche et racaille dans la bouche du président Sarkozy, oui, cette jeunesse n'a rien à voir avec le portrait qu'en tracent les hommes de droite. Et puis Emmanuel l'évoquait, mais on peut aussi se souvenir de quelque chose de beaucoup plus récent, c'est de la Tunisie, lorsque là aussi un mouvement qui part de la jeunesse contre la dictature, pour un formidable mouvement de liberté et d'émancipation des peuples. Il faut se souvenir que la seule première réponse de la ministre des Affaires étrangères à l'époque avait été de proposer au dictateur Ben Ali d'envoyer les forces de l'ordre, puisqu'elles étaient particulièrement expertes, selon elle, dans le maintien de l'ordre et de la sécurité. Donc là aussi, ça résonne froidement avec Sharon et avec la lutte pour l'indépendance et la liberté des Algériens. N'oublions jamais aussi, surtout, un dernier mot, que le pire n'a jamais été atteint immédiatement. Donc je caractérisais peut-être un peu avec virulence, mais je crois qu'il faut le faire de cette manière-là, les propos de différents ministres aujourd'hui du gouvernement Sarkozy. Mais rappelons-nous aussi que l'horreur et le pire n'a jamais été atteint immédiatement, mais finalement toujours prospérant sur l'accoutumance, dans l'indifférence générale, progressivement pour s'imposer, et sans non plus dramatiser la situation. Je pense qu'aujourd'hui, on est à nouveau dans une situation où peu à peu s'installe cette accoutumance et cette indifférence. Et là aussi, on doit se lever nombreux pour combattre justement, en tout cas, cette indifférence et cette gradation dans l'horreur, j'ai envie de dire. Le souvenir d'hier fait donc partie du combat au présent. Et je finirai par une phrase de poète qui disait « Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons ». Je pense que cette phrase est effectivement à méditer. On ne peut pas oublier que le savoir-faire en matière de maintien de l'ordre, que certains historiens, je crois, font remonter au préfet Lépine, et qui récemment a été proposé à un tyran confronté à son peuple, ce savoir-faire a démontré en quelques occasions, sur notre sol, qu'il était capable de donner la mort sciemment. Et il importe de l'avoir en mémoire et de se rappeler que cette violence n'était pas un accident, mais bien un choix politique. Et il faut se rappeler que nous n'en sommes jamais totalement à l'abri. Quelques incidents récents le montrent encore. Il n'y a pas si longtemps que Malik Oussekine a été tué par les brigades motocyclistes de Charles Pasqua. Et récemment encore, un certain nombre de jeunes ont été très grièvement blessés par des armes prétendument non létales. Un engrenage est toujours possible. Tout au long de cette guerre, le mouvement syndical a sans doute été traversé de débats. Était-il sa responsabilité d'intervenir? Fallait-il soutenir l'indépendance? Avec qui et dans quelles conditions négocier? Le syndicalisme a été traversé comme les forces politiques et comme la société française de ces discussions, de ces affrontements, de ces oppositions. Ce fut sans nul doute le cas du syndicalisme enseignant dans sa composante majoritaire qui était à l'époque la Fédération de l'éducation nationale. Je veux dire que les débats n'étaient sans doute pas seulement liés au positionnement politique des uns et des autres. Ils étaient aussi marqués par les cultures professionnelles. On ne comprendra pas les débats qui ont traversé la Fédération de l'éducation nationale, les ambiguïtés de ses positions, sa réticence vis-à-vis de l'indépendance, son hostilité vis-à-vis du FLN,
si on oublie l'attachement des enseignants et notamment des instituteurs à la laïcité, et si on oublie ce que j'appellerais l'idéologie émancipatrice qui a fait fonctionner le métier d'enseignant et qui a fait fonctionner notamment le métier d'instituteur, avec l'idée qu'il fallait apporter au peuple, et notamment au peuple colonisé, des savoirs leur permettant de penser librement et de se libérer, mais que tant que cette mission n'aurait pas été menée à bien, l'indépendance n'était peut-être pas une bonne solution. Se placer dans cet héritage et commémorer Sharon, ce n'est pas, selon moi, seulement rendre hommage à ceux qui sont morts ou ont souffert dans leur chair, c'est bien réaffirmer le rôle du syndicalisme dans la défense des droits et des libertés, dans la lutte pour la justice et la démocratie partout dans le monde. Il ne s'agit pas pour nous de supplément d'âme, mais de combats indissociablement articulés avec la défense des salariés dont nous avons la responsabilité. De la défense des travailleurs sans papier à celle des mineurs de Gafsa, de la dénonciation du Front National à l'exigence d'une paix juste et durable en Palestine, de la lutte contre toutes les discriminations au soutien des révolutions arabes, nous jouons notre rôle, nous devons en être fiers et nous devons le jouer encore mieux dans l'unité la plus large. Je veux faire à mon tour quelques brèves remarques. La première, pour souligner l'enjeu qu'il y a à travailler sur l'histoire, sur notre histoire, sur l'histoire sociale, ouvrière, politique, révolutionnaire de notre pays, dans un moment où les tentatives de réécrire l'histoire sont plus nombreuses qu'elles n'ont jamais été, d'autant qu'elles sont menées à l'instigation du pouvoir et même du président de la République en personne. Nous avons eu de ce point de vue un quinquennat, on peut le dire, qui a marqué une rupture, en tout cas pour ce qui est des dernières décennies, puisque ça a commencé le premier jour quasiment de l'élection, enfin au lendemain de l'élection de Nicolas Sarkozy avec l'opération sur Guy Môquet, et ça n'a depuis quasiment pas cessé dans les 5 années qui viennent de s'écouler. Et je ne suis pas sûr qu'on ait connu une tentative à ce point menée au plus haut niveau de l'État de réécriture du roman national français, comme disent certains. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'évidemment le travail politique et historique sur la guerre d'Algérie doit